Alors, bonjour et bienvenue sur notre dossier de contrôle continu en licence 3 entraînement sportif pour la promotion 2021-2022. Nous allons travailler sur l'analyse juridique, financière et sociétale du club de Ride on Lille. Dossier qui a été créé et constitué par Chloé Pagnard, Sarah Beauchamp, Mathéo Najar, Steven Swallet, Soraya Morassi et moi-même. Donc voici le sommaire du dossier, donc la présentation du Ride on Lille par moi-même, la présentation des grandes tendances d'évolution de la pratique, le club dans le système sportif, et enfin l'organisation juridique, comptable et de gestion. Donc moi je vais vous faire la présentation du club. Donc on va commencer par sa création, donc création mars 2000, suivi de sa parution au journal officiel le 22 mars 2000, donc très peu de temps après. Cette association a été créée par Thierry Vanoff et Mathieu Jouglet. Donc elle est née parce que dans le début des années 2000, Ride on Lille, donc, qui a été créé pour gérer les randonnées urbaines sauvages qui existaient à Lille. Donc le but ici c'était de créer un cadre légal. Ces randonnées ont eu un très grand succès, et il y avait jusque 500 participants réguliers. En 2001, les membres du club se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'inégalités dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas forcément faire du roller, donc des sessions de cours gratuits ont été mises en place au Champ de Mars. En 2002, le cap des 1000 adhérents est passé, et donc il y a eu aussi une salle de 14 000 carrés qui a été mise en place. Ensuite, on a eu en 2004 le déménagement à Lille-Fives. En 2006, on a eu une professionnalisation de l'association, donc 7 permanents sont recrutés pour aider les 60 bénévoles que compte l'association. En 2011, on a eu la mise en place de l'éducation sportive. En effet, c'est une année de consolidation et un tournant avec le public en situation de handicap. Parce que Ride on Lille s'engage encore plus dans le dispositif AES, donc accompagnement éducatif sportif, parce que 25 établissements scolaires sont concernés et le dispositif s'ouvre aux centres spécialisés, donc notamment dans le handicap. Et enfin, en 2015, on a une ouverture à d'autres disciplines, donc le loisir, l'acrobatique, la course, le sport collectif. Il faut savoir aussi que cette association est une association de loisirs. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a 95 adhérents, mais uniquement dans le loisir, donc ça peut paraître beaucoup. Mais comparé à d'autres sports, notamment le football, c'est peu, mais c'est quand même déjà pas mal pour juste un club de loisirs. Ensuite, on va parler de la démographie du club. Donc, vous avez à gauche la démographie du club par sexe. Donc, on peut remarquer qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et à droite, la démographie du club par âge. On peut remarquer qu'il y a beaucoup plus d'adultes et, en deuxième cas, des enfants. Par contre, il y a peu d'adolescents, mais cela s'explique parce qu'à cet âge, la volonté de faire du sport est quand même assez minime. C'est assez habituel dans beaucoup de sports, sauf certaines exceptions. Il faut savoir aussi que les informations proviennent de 2016, parce que malheureusement on n'a pas réussi à avoir des informations plus récentes, mais c'est quand même assez représentatif des statistiques globales du club, notamment aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler des objectifs et missions du club. Alors, premièrement, l'objectif général du club, c'est l'ouverture et la démocratisation. C'est-à-dire qu'en fait, le club veut promouvoir le roller pour tous, peu importe l'âge, l'handicap, le sexe, etc. Ça revient d'ailleurs en 2001 où le club a ouvert des sessions gratuites au Champ de Mars pour les personnes qui ne savaient pas forcément faire du roller. Donc cette politique est vraiment restée. Ensuite, on a eu la politique sportive territoriale. La politique sportive territoriale, donc on a Villeneuve d'Ascq et Lille qui ont ouvert des clubs, enfin des salles pour la pratique de Ride on Lille, en échange du fait que Ride on Lille s'installe et propose des cours à des publics de quartiers sensibles. Donc grâce à ça, les mairies de Lille et de Villeneuve d'Ascq ont donné des subventions au club pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir permettre aux jeunes de quartiers sensibles de bénéficier de cours de roller. Deuxième créneau important, on a l'écologie, donc notamment avec déjà. Premièrement, le roller est un sport très très écologique, étant donné qu'il n'utilise pas de moteur ni rien du tout. Donc l'idée du club est de promouvoir le roller au quotidien, notamment pour aller au travail. Et avec ceci, on a d'autres choses qui ont été mises en place, notamment une salariée qui a proposé l'idée de remplacer des gobelets jetables par des gobelets non jetables, qui a fait un succès. Donc on a les aménagements
que j'avais décrit précédemment, donc l'ouverture sur différentes salles. Il y a une salle à Lille Fives, on a une salle à Villeneuve d'Ascq, on a une autre salle à Lille. Il y a beaucoup de salles qui ont été ouvertes pour Lille, d'ailleurs pour Ride on Lille. D'ailleurs, le club a une salle de 1000 m² comprenant les bureaux au sein du complexe sportif à Lille Fives. D'ailleurs, c'est là où il y a un peu de tout. Ça montre bien que la ville de Lille porte de l'intérêt au club. Enfin, je vais parler du rôle éducatif de l'association. Donc, le rôle éducatif est important pour Ride on Lille parce qu'elle a un rôle dans les IME, enfin une IME, et aide à l'autonomie générale et à l'autonomie de ces personnes handicapées. Et elle a un rôle aussi dans les interventions, elle intervient dans les écoles et l'école périscolaire, parce que l'association prône aussi l'éducation à la santé et la citoyenneté, et la sensibilisation au développement durable. Et enfin, l'association compte par ailleurs rester dans une optique de loisir et pas dans la performance, parce que l'idée c'est de rester ouvert à tous. Et du coup, le club oriente ceux qui veulent faire de la compétition dans d'autres clubs. Alors, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les grandes tendances d'évolution de la pratique du roller au sein de l'association Ride on Lille. Pour commencer, au niveau de la sociologie des pratiquants par rapport aux âges, on peut voir que la grande majorité des adhérents sont des adultes qui sont suivis assez de près par les enfants. Il y a très peu d'adhérents, donc pour les raisons qu'a expliqué Flora dans la partie auparavant. On peut expliquer le fait qu'il y ait beaucoup d'adultes et d'enfants grâce aux nombreux créneaux qui sont proposés par l'association. Donc on peut voir ici les différents plannings pour les enfants et les adultes. Les cours pour les enfants ont lieu majoritairement le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche matin. Pour les adultes, c'est assez régulièrement le soir, en semaine. Ça permet aux adultes d'y aller après le travail, etc. En plus, il y a des créneaux qui sont proposés assez tardivement, comme par exemple à la Alcantleux à Villeneuve d'Ascq, où c'est de 20h30 à 22h30. Ça permet vraiment d'y aller des heures où c'est possible pour les adultes, quoi. Et en plus de tous ces cours-là, il y a aussi des stages qui sont proposés, que ce soit pour les enfants ou les adultes. L'association propose aussi d'organiser les anniversaires. En général, c'est pour les enfants. Ça leur permet de se faire connaître en même temps. Et en plus, à la fin de chaque anniversaire, tous les enfants invités reçoivent une invitation pour participer gratuitement à l'un des stages que propose l'association. Donc, ça leur permet vraiment de se faire connaître, quoi. Ensuite, au niveau de ce qu'ils proposent, ils proposent aussi des cours particuliers. Donc, ces cours-là peuvent se faire soit tout seul ou alors entre amis, en famille, etc. Donc, ça permet aussi de se faire connaître. C'est pratique pour ceux qui veulent vraiment apprendre assez rapidement le roller. Donc voilà, ce qui est proposé, on écrit en annexe du dossier, donc si vous voulez aller voir, c'est possible. Ensuite, au niveau des pratiquants extérieurs au club, donc l'association ne se limite pas seulement aux interventions dans sa salle avec leurs adhérents. Ils interviennent aussi beaucoup en extérieur, donc avec les écoles en périscolaire. Donc en général, c'est plutôt avec les enfants de primaire parce en dessous de 5-6 ans, ça commence à être compliqué parce que voilà, les enfants n'ont pas encore forcément bien leur équilibre, des choses comme ça. Donc sur les rollers, ça devient vraiment compliqué pour leur apprendre. Ils interviennent aussi dans des centres spécialisés où le but est vraiment de prôner l'autonomie, etc. des pratiquants. Ils interviennent aussi pas mal dans des écoles REP ou des collèges REP, donc dans des quartiers assez isolés ou avec des milieux sociaux un petit peu compliqués parfois. Donc voilà, ils interviennent où ils peuvent et tout ça se fait souvent en association avec la ville ou la région. Ensuite, au niveau de l'ancrage de l'association dans le territoire, donc l'association, son siège et sa salle où ils font la plupart de leurs cours se situe à l'île Fives. Donc c'est un petit peu isolé de l'île même, mais c'est assez accessible quand même parce il y a le métro vraiment pas loin à 5 minutes de l'association. C'est desservi par les voies rapides, l'autoroute. Il y a pas mal de lignes de bus aussi qui y passent. Et elle se situe au sein du complexe sportif de Fontcompré. Dans ce complexe sportif, donc, il y a plusieurs sports qui sont pratiqués, notamment il me semble qu'il y a le judo, le badminton, des trucs comme ça. Puis à côté, il y a le terrain de foot, la piscine de filles, etc. Donc c'est vraiment situé dans un complexe multisport, on va dire. Et puis on peut voir donc là sur ce graphique que les adhérents viennent, la plupart, 70% quand même, viennent vraiment de l'île même. Après, il y a quand même 30% qui viennent des villes autour, donc voilà, Villeneuve d'Ascq,
Saint-André, la Madeleine, Roubaix, etc. Donc on peut voir que vraiment l'association elle touche quand même l'ensemble de la métropole lilloise et bah, ça prouve qu'ils arrivent quand même bien à se faire connaître aux alentours. Ensuite, au niveau de la féminisation de la pratique, donc on peut voir sur ce graphique que donc j'ai que les données depuis 2016 parce que donc l'association a eu un problème avec sa base accès adhérents. Ils ont perdu tous les chiffres d'avant 2016, quoi, la plupart. Mais voilà, on arrive quand même à en avoir quelques-uns. Donc depuis 2016, on voit que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes, largement. Je pense que ça peut s'expliquer par le fait que les femmes préfèrent une pratique encadrée et non compétitive, tandis que les hommes, en général, ils préfèrent quand même avoir une pratique compétitive, etc. Et comme cette association est vraiment dans un but de loisir, d'apprentissage, etc., peut-être que bah, pour ça, ça intéresserait moins les hommes qui préféraient une pratique beaucoup plus compétitive, des choses comme ça. Et on voit que cette année, en 2021, il y a vraiment encore plus de femmes que les autres années. Voilà. Concernant la digitalisation de la pratique, l'association a une application mobile. Cette application, elle va permettre aux adhérents et aux non-adhérents de toujours rester informés des événements qui peuvent venir, donc des randonnées, des cours, des stages. Ensuite, pour la gestion des adhérents, au début, l'association était sur base Access, mais celle-ci fut hors service depuis l'année dernière. Ils ont donc fait une migration de la base Access sur la SoConnect. Donc la SoConnect, c'est une application qui va permettre plusieurs choses. Elle va permettre de voir le profil des adhérents. Ça va être plus facile pour la gestion des groupes. Les adhérents peuvent voir aussi leur fin de date d'adhésion et mettre à jour leurs informations personnelles. Il y a encore d'autres exemples que ce site peut effectuer. Ce qui est à venir dans cette application, ça va être des adhésions en ligne, une boutique et inscription pour des événements en ligne. Donc des inscriptions pour des randonnées, des cours, des stages. Et ils veulent aussi importer tous les adhérents sur AssoConnect. Pour la communication en externe, donc la communication en externe, ça va être communiquer avec les adhérents. Donc ils ont une page Facebook ou un site internet qui est Ride on Lille et franchement est très bien référencé. Ou alors ils envoient un mail. Pour la communication en interne, donc c'est entre membres du bureau, auto-entrepreneurs et éducateurs sportifs. Donc ils ont soit une adresse mail professionnelle, l'agenda professionnel ou ils utilisent Google Workspace. Ensuite, pour terminer sur la digitalisation, il y a les tutos vidéo. Alors en effet, pendant le confinement, vu que les pratiques n'étaient plus possibles, l'association a dû mettre en place des tutos vidéo sur YouTube. Par conséquent, ça n'a pas très bien fonctionné car apprendre du voleur en vidéo, c'est pas pareil que d'être en vrai dans le cours pratique. Donc ça n'a pas fait grand effet. Et puis l'association elle a rencontré des difficultés à faire les montages vidéo ils n'étaient pas formés. Ensuite, on va passer sur l'éco-responsabilité. Donc, l'éco-responsabilité de cette association. Donc, au niveau du bureau, tous les membres du bureau peuvent proposer quelque chose d'éco-responsable. Donc, en effet, il y a une éducatrice sportive qui a proposé de remplacer les gobelets jetables par des éco-cups parce qu'ils jetaient énormément de gobelets durant les pauses quand les adhérents étaient en pause. Et donc, ils ont mis en place des éco-cups. Ensuite, ils ont eu une idée de faire des randonnées en roller pour le ramassage des déchets dans les villes. Donc, de une, ça permet de travailler la mobilité des adhérents en extérieur en roller, mais aussi ça fait une action sur l'environnement. Et l'association essaie de promouvoir le roller comme une pratique loisir en premier et ensuite comme un moyen de déplacement plus économique. Les impacts concernant cette association due au Covid-19, il y en a eu énormément. Donc, en effet, quand la France était toute confinée, l'association a dû stopper toutes ses activités et les salariés se sont retrouvés donc au chômage partiel. Donc l'association a donc décidé de prolonger les adhésions des adhérents pour éviter une perte des adhérents. Donc ils ont prolongé de 9 mois les majeurs et de 7 mois les mineurs. Et puis comme on peut voir sur le Job-Programma, il y a eu beaucoup de phases d'impact à cause du Covid-19. Donc, il y a eu des phases où très peu de personnes pouvaient pratiquer, d'autres phases où personne ne pouvait pratiquer. Enfin, c'était assez compliqué pour l'association de gérer tout ça. Vu qu'ils ont avant le Covid, ils avaient en moyenne 60 bénévoles. Après le Covid, ils se sont retrouvés à 40 en moyenne. Donc, ça a fait un gros impact aussi sur ça. Donc, les bénévoles ont soit trouvé d'autres activités à faire ou autre chose à faire. Et pour finir, on a les partenaires privés qui se sont désengagés de l'association à cause des indications floues sur les conditions sanitaires dues au Covid. Donc, on peut voir que du coup, que l'association a eu des impacts, mais à l'heure d'aujourd'hui, elle est encore ici.
Il y a encore d'autres impacts concernant l'association. Donc, en 2019, le CNDS, donc le Centre national pour le développement du sport, a été remplacé par l'ANS. Donc, le CNDS, qui permettait d'avoir une cinquantaine de séances dans les centres scolaires et périscolaires, a été remplacé par l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, qui a diminué le montant des subventions perçues par l'association pour ces interventions. Donc, l'association a bénéficié des fonds de solidarité en 2021 pour combler la perte de chiffre d'affaires. Donc ça s'est étalé sur plusieurs mois. Donc on peut voir que l'association a eu quelques impacts concernant le Covid-19. Ensuite, elle s'est mise à la digitalisation, ce qui va permettre d'agrandir son espace et plus facile pour les adhésions, comme on peut le voir. Je vais vous parler maintenant du club dans le système sportif. Donc pour commencer, la pratique compétitive de l'association. Donc l'association fait partie d'une fédération, la Fédération française de roller et de skateboard. L'association ne pratique pas de compétition et a pour but uniquement une pratique loisir, tout simplement parce que les frais de compétition seraient trop coûteux pour les adhérents et ça revient trop cher pour le club. Tout ce qui est frais d'inscription, l'hébergement, transport, etc., ce serait trop cher pour les adhérents et ça demanderait une somme énorme en fait à l'inscription. Donc du coup, le club autorise les pratiquants à faire du roller dans un autre club pour la compétition et le club ne va pas en prendre part. En ce qui s'agit du nombre d'adhérents, étant donné que le club a une pratique exclusivement loisir et non compétitive, nous avons donc décidé, au lieu de mettre le classement sportif du club, de mettre à la place le nombre d'adhérents, donc l'évolution du nombre d'adhérents sur 20 ans. Donc pour commencer, on peut voir sur le graphique qu'en 2001, à la création du club, il y a eu une explosion du nombre d'adhérents. Ceci peut s'expliquer par l'effet de mode du roller, le roller qui était très à la mode à cette époque-là, et aussi une très grande infrastructure. Le club avait une très grande infrastructure de 14 000 m² à Nord Expo et du coup qui pouvait accueillir beaucoup d'adhérents. La chute d'adhérents en 2003, de 2003 à 2004 peut s'expliquer aussi à la fermeture de Nord Expo parce que l'île avait besoin de construire des nouveaux bâtiments et donc du coup le club a dû changer d'infrastructure. L'association s'est donc installée au complexe sportif de Faucon-Pré à l'île Fives, qui est passé du coup à une salle qui est beaucoup plus petite, qui fait 1000 m² au lieu de 14 000 m², ce qui est énorme. Ensuite, on peut constater que l'évolution du nombre d'adhérents va fonctionner par cycle. Donc le nombre d'adhésions peut augmenter de 100 adhérents une année et peut chuter de 100 adhérents l'année d'après. Ceci peut s'expliquer car le roller est un sport qui fonctionne par cycle, qui fonctionne un petit peu grâce à la mode, grâce à l'actualité, comme nous pouvons le remarquer. Par exemple, en 2009, nous avons eu à peu près 200 adhérents en plus, tandis que l'année d'après, à partir de 2011 jusqu'à 2013, nous pouvons voir qu'il y a eu 200 adhérents en moins. Donc ceci peut s'expliquer par l'actualité et la mode. Et par exemple, aussi en 2016, il y a eu aussi un dessin animé sur le roller, Dance Squad, qui est sorti sur Netflix. Et du coup, ça a créé un effet de mode et le club a accueilli beaucoup de jeunes filles qui sont arrivées avec des rollers quad avec 4 roues. Alors que habituellement, les enfants et les adhérents, en fait, tout simplement, arrivent avec des rollers, généralement des rollers en ligne et non à 4 roues. Et ceci s'est expliqué par l'arrivée de cette série sur Netflix, tout simplement. Et enfin, nous pouvons remarquer qu'après le Covid en 2021, il y a eu le nombre d'adhésions qui a augmenté d'environ 100 adhésions. Et cela peut s'expliquer car la population a envie aussi de reprendre le sport après une longue période de confinement. Et du coup, c'est bénéfique pour le club. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la partie organisation juridique, comptable et de gestion de l'association. Donc on peut voir ici que le budget RH est assez conséquent. En effet, l'association dispose de 3 salariés en CDI, 2 en CDD, 5 contrats d'apprentissage, un service civique et 5 auto-entrepreneurs qui facturent chacun leurs prestations réalisées. Au niveau des bénévoles, d'habitude il y en a 60 en moyenne, mais cette année seulement 40. En effet, comme le disait Sarah auparavant, dû au Covid, ces bénévoles ont trouvé d'autres activités, l'association étant moins active durant cette période. Néanmoins, le nombre de bénévoles est assez énorme et largement suffisant pour pouvoir organiser les activités que l'association met en place. Parmi les bénévoles, on peut aussi compter une trentaine de staffeurs. Ces staffeurs qui permettent l'organisation de randonnées,
qui ont lieu sur l'île les vendredis soirs et sur Villeneuve d'Ascq 4 samedis soirs par an. Les staffeurs ont pour mission, entre autres, de bloquer les routes au passage de la randonnée et d'assurer la sécurité du cortège. Ride on Lille est une association qui suit la loi de 1901. Elle est donc gérée par un conseil d'administration composé de membres élus au cours de l'Assemblée générale ordinaire. Élu par le conseil d'administration, le bureau exécutif, lui, est composé du président Gauthier Dummelmester, élu récemment en juin 2021, de la trésorière Béatrice Hénin et de la secrétaire Annie Lepage. Le conseil d'administration est convoqué par le bureau et a lieu tous les trimestres. Cela peut être plus régulier si cela est nécessaire et définit la politique sportive pour la saison. Ce conseil d'administration suit le plan de développement et les comités et commissions. De plus, il permet de donner la date de l'Assemblée générale. Cette dernière a lieu une fois par an. Tous les adhérents sont invités. Ils reçoivent les invitations par mail. Elle a souvent lieu au mois de mars en salle de réunion. Le bureau se charge des relations publiques et de l'administratif. Il organise les réunions avec les institutions et notamment la mairie de Lille. Il réalise le compte-rendu réunion bureau et conseil d'administration. Il approuve les comptes et le bilan de résultats de trésorerie et de budget prévisionnel. De plus, il met en place, fixe ou modifie le règlement intérieur de l'association et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale. Il décide de tous les actes, contrats, investissements, demandes de subventions, qui sont nécessaires et utiles au bon fonctionnement et à la pérennité de l'association. Enfin, il choisit et vérifie le contrat d'assurance. La trésorière de l'association est comptable de métier, ce qui est un plus pour l'association, et la comptabilité se fait sur Asso Connect, et les stockages de la comptabilité se fait avec le Drive, avec une mise à jour régulière. L'association dispose d'un commissaire aux comptes depuis 5 ans, qui vérifie si toutes les subventions sont bien utilisées. Cependant, ça sera la dernière année, car ce n'est plus obligatoire si l'association ne dépasse pas un certain seuil de subvention. Et avec l'ANS qui a remplacé la DNS, l'association sera en dessous de ce seuil. Alors l'association est en impossibilité de nous fournir les comptes de 2021 avant janvier 2022. Nous allons nous baser sur l'étude des comptes des résultats de l'année 2019 et 2020. Alors on voit qu'en 2018 et 2019, il y a un bon équilibre budgétaire, car l'association a pu fonctionner normalement, contrairement à 2020 où il y a un déséquilibre. Il y a eu un bénéfice important de 22 910 € en 2020. Cela s'explique par la subvention exceptionnelle de la mairie de Lille de 20 000 € en rapport avec la crise sanitaire pour les associations de Lille, et aussi grâce au fonds de solidarité comblant la perte des chiffres des mois de novembre et décembre 2020 et ceux de janvier, février, mars, avril de 2021. De plus, cette année, il y a eu le chômage partiel et la prise en charge partielle des salaires des permanents. Cependant, l'association doit faire preuve de prudence, car elle a octroyé un report de durée d'adhésion de 10 mois pour les adultes et 7 pour les enfants. Concernant le budget prévisionnel, il est le même depuis 2019. Il est estimé légèrement inférieur à 220 000 € et il est toujours respecté. L'année prochaine, l'association va garder ce même budget prévisionnel. Nous allons voir dans cette partie l'évolution des budgets de l'association depuis 2012. On observer dans ce tableau qu'on a une augmentation du produit de 2012 à 2016. Puis ce produit, nous pouvons voir qu'il est en déclin, qu'il diminue depuis 2016 et que les dépenses, quant à elles, ce qui est plus ou moins logique puisque ça corrèle, augmentent jusque 2016, puis sont en déclin. Cette tendance peut notamment s'expliquer, je vais mettre la diapo suivante, parce que je la trouve plus parlante. On voit bien ici que voilà, le budget et le produit et les dépenses se compensent pas mal et qu'il y a toujours une certaine compensation plus ou moins financière dans le sens où j'ai tel produit, je fixe telle dépense et que donc le budget est plus ou moins bien géré. Donc la rentrée de produits peut s'expliquer notamment dû aux cotisations données par les adhérents. Car en effet, il a été démontré dans l'entretien qu'en moyenne, un adhérent restait 2 ans dans cette association, peut-être pour avoir des acquis, puis pratiquer seul par la suite, ou alors tout simplement pour partir dans un club peut-être à visée compétitive, etc. Puisque je le rappelle, le club n'a pas de visée compétitive, pour expliquer que ce club garde ses adhérents 2 ans. Du coup, il a également été dit qu'en 2021, que le 1er janvier 2021, les réserves totales étaient de 37 000 €, ce qui est très peu et dangereux, car ça correspond qu'à 2 mois de trésorerie. Mais les réserves restent plus ou moins stables, car elles sont les mêmes depuis plusieurs années.
Donc, ensuite, nous avons su, avoir ces, diagrammes sur la répartition des produits et des charges de l'association. Nous pouvons voir qu'une grande partie des recettes de l'association vont être dues aux adhésions, comme évoqué précédemment, aux aides, aux subventions, mais les principales recettes, pardon, sont vraiment dues aux adhésions et aux aides, pardon, qui représentent 50%. Ensuite, on a diverses recettes telles que les prestations dans les établissements privés, en centres spécialisés, etc., dans les animations scolaires, dans des stages qui vont être organisés par l'association. Alors ensuite, on a également la répartition des charges. Et on peut voir que la masse salariale représente 2 tiers des dépenses, ce qui est énorme, puisqu'il avait été dit que l'association dispose de nombreux salariés, de contrats d'apprentissage et de services civiques. Moi, je trouve ça top, puisqu'ils ont pas mal de créneaux également, ils ont énormément de créneaux. Et donc, il va falloir fixer pas mal de personnes sur ces différents créneaux, de ce que j'ai pu comprendre. Ensuite, nous pouvons voir que les diverses charges peuvent être dus à d'autres frais, tels que les frais matériels, des charges, électricité, etc. Et que c'était les cotisations. On a conclu que c'était les cotisations qui représentaient une grande partie des charges de l'association. Pour revenir sur les prestations, il faut également souligner que celles-ci peuvent être amenées en périscolaire, etc. Et j'ai oublié de souligner qu'elles pouvaient être également amenées dans le secteur privé, c'est-à-dire lors de différentes animations, pour les anniversaires d'enfants par exemple, venir faire des petites prestations, etc. Et enfin, nous allons parler des partenaires privés, chose que je trouve très intéressant. Il faut savoir que l'association dispose de différents partenaires privés. Comme évoqué ici, nous avons Decathlon, Intersport, Numérique Coach, Huawei Surf, Oxelo, Omad Shop, Laser Game et Zflip. Donc, les partenaires ici sont très intéressants dans le cadre de cette association, puisque les éducateurs et certains élèves vont pouvoir bénéficier de dotations matérielles. En contrepartie, elles devront présenter à Decathlon si le produit est conforme, s'il correspond, si il est agréable, s'il est plus ou moins solide, etc. Bref, c'est un échange de bons procédés afin de pouvoir amener Decathlon à pouvoir mieux commercialiser ses produits. Et je pense qu'également, pour Decathlon, ça peut être également intéressant, puisque si un éducateur a ses rollers et qu'il les recommande, alors ça peut faire effet des boules de neige sur les élèves, etc. Et ils peuvent peut-être aller, sur les adhérents, pardon, ils peuvent peut-être aller chercher également leur matériel là-bas. Ces partenaires ne servent pas qu'à effectuer des dotations. Là, c'était principalement le cas de Decathlon, si je ne dis pas de bêtises, mais également de bénéficier davantage de réductions vraiment intéressant, notamment pour peut-être la conservation d'adhérents. On peut voir que les adhérents peuvent rester que 2 ans. Et ici, grâce au partenariat privé, peut-être grâce à Laser Game notamment, pouvoir organiser des sorties, etc. Et donc créer un groupe vraiment unifié et qui va permettre de durer dans le temps.